Fragment d'histoire Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale. Adèle Marestin, bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire du Sud-Ouest, vous avez 23 ans et vous êtes actuellement en master études culturelles à l'université de Paul Valéry. En 2021-2022, vous avez fait partie du groupe de jeunes de l'Élysée qui a rendu un rapport sur l'histoire de la France et de l'Algérie. Ma première question sera, quel est votre lien avec l'Algérie ? Du coup, moi, je suis fille de Pied-Noir. Donc, ma mère est née en Algérie. Et sa famille l'était. Son père était né en Algérie et sa mère était venue en Algérie quand elle était jeune. Voilà. Comment ta maman et votre mère et vos grands-parents vous ont parlé de l'Algérie ? Mes grands-parents m'en ont pas parlé du tout. C'était pas du tout un sujet qu'ils évoquaient. Après, je sais que ma mère particulièrement, certaines de mes cousines qui sont plus grandes que moi ont essayé d'en parler, mais après, moi, j'étais assez jeune avant qu'ils soient décédés, donc j'avais pas forcément les mêmes questions que j'ai pu avoir après. Par contre, ma mère, elle m'en a toujours parlé. J'ai toujours su qu'elle était née en Algérie. J'ai toujours su que j'étais fille de Pied-Noir. Et ça m'a toujours questionnée. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis intéressée après. Voilà. Et donc, la culture Pied-Noir, c'est quoi pour vous ? Je sais pas vraiment comment dire, parce qu'après, comme ils sont venus en France, ça faisait longtemps quand même, il n'y avait pas forcément beaucoup de pieds noirs avec eux autour d'eux, surtout dans le sud-ouest, il n'y en avait pas forcément énormément. Du coup, ils l'ont peut-être pas gardé beaucoup. Après, c'est plus, par exemple, des petites choses bêtes. Par exemple, quand, à Pâques, on va toujours faire une mouna ou de la cuisine. Plus au niveau de la cuisine, je sais que moi, j'ai toujours mangé beaucoup de plats aussi qui étaient arabes chez moi. Parce que ça venait de là aussi. Après, je pense que oui, comme il n'y avait pas forcément beaucoup de pieds noirs autour d'eux, ils n'ont pas énormément gardé ça. Puis c'était vraiment une blessure pour eux, donc ils ont essayé de couper. Mais ça se voyait aussi. Par exemple, mon grand-père a construit sa maison dans un style qui est très arabe finalement. Du coup, ça se voyait surtout sur des petits détails en fait. Vous-même, est-ce que vous êtes allé en Algérie ? Oui, je suis déjà allée une fois en 2007, donc j'étais assez petite. Mais j'y suis déjà allée, ouais. Tu as quand même des impressions de ce voyage ? Après, nous, on avait été du coup dans le désert. J'avais beaucoup aimé. Mais c'est vrai que j'étais jeune. Je suis pas allée dans la ville où ma mère est née. Elle y est allée, elle, dans sa maison d'enfance. Mais j'étais pas là. Et là, c'était plus un voyage, oui, dans le désert. On a été à Tamanrasset et un peu à Alger. J'en ai quelques souvenirs qui m'avaient plutôt plu, ouais, mais après, j'étais jeune, donc... Est-ce que votre mère vous avait raconté ses émotions au moment de revoir sa maison ? Oui, alors elle me l'a raconté longtemps après, parce qu'encore une fois, j'étais jeune, je pense que ça devait être en 2008 ou 2009, elle y est allée avec... peut-être pas toutes ses sœurs, mais au moins sa grande sœur, qui elle aussi est née en Algérie. Elles sont allées du coup toquer. Et c'est des gens habités là-bas en leur disant que c'était leur maison d'enfance et ils ont dit mais ils les ont accueillis les bras ouverts avec grand plaisir en leur disant qu'ils étaient super contents qu'ils viennent ici. Elles ont pu visiter leur maison. Elle s'est rappelée, surtout sa grande sœur parce qu'elle était un peu plus grande, elles se sont rappelées la tapisserie avait pas changé, que certaines choses n'avaient pas changé dans la maison et c'est vrai que ça lui a fait un petit quelque chose quand même et qu'elle a été très heureuse d'être accueillie comme ça. En 2021-2022, vous avez fait partie du groupe de jeunes de l'Élysée, invité par le président de la République à mener une réflexion sur l'histoire commune de la France et de l'Algérie. Comment vous vous êtes retrouvés dans ce projet tout d'abord ? Alors, du coup, ma mère, elle est dans une association qui s'appelle la NPNPA. Donc, c'est une association, je ne sais plus dire exactement, mais c'est de pieds noirs progressistes. Et du coup, Madame Cécile Renaud, qui était chargée de mission à l'Élysée, a voulu recueillir du coup l'avis des jeunes. Donc, elle a contacté des associations, etc., pour savoir s'il y avait des jeunes intéressés. Et du coup, ma mère m'a proposé, m'a dit, est-ce que tu voudrais le faire ?
je me suis dit, pourquoi pas. Donc voilà, j'y suis allée. J'avais pas forcément d'attente au début. J'y suis allée plus par curiosité, on va dire. Comment s'est passée cette expérience ? Mais c'est une expérience qui a été très, très enrichissante. Parce que au début, c'était surtout pour écouter la voix des jeunes. C'était pas forcément un projet qui devait durer sur le long terme. Mais ça a permis vraiment un dialogue entre les différentes mémoires. Et de voir aussi ce que les jeunes en avaient envie de faire, ce qu'on avait envie de voir être fait par rapport à cette mémoire. Et c'est pour ça, du coup, qu'après, on avait décidé d'écrire des messages au président, qui par la suite a décidé de nous recevoir pour les entendre de vive voix. Et du coup, ça m'a permis aussi de beaucoup réfléchir sur moi-même, sur mon identité, d'ouvrir aussi mes horizons aux autres personnes. Et ça nous a permis, oui, de porter des projets qui ont vu le jour aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment bien. Quel type de propositions avez-vous faites ? Alors, déjà, on a parlé de l'importance des témoignages, que c'était vraiment important de les recueillir avant qu'il soit trop tard. On a aussi dit qu'on aimerait avoir un institut, donc ça a aussi peut-être aidé à ce que le projet d'institut après il soit relancé, mais du coup on a vraiment fait part de cette envie qu'il y ait un institut plus qu'un musée, vraiment un institut où il y avait aussi du coup des résidences d'artistes, il y avait des bibliothèques, etc. Pas seulement un musée du coup. Également, on a parlé de l'importance des programmes scolaires, de changer les programmes scolaires pour mettre la guerre d'Algérie et la décolonisation en général dans les programmes. D'ailleurs, un concours scolaire a été créé, qui a été lancé cette année en test, donc il n'a pas été dans toute la France, mais on aimerait bien que ça ait l'ampleur plus tard qu'a le concours de la résistance. Voilà, donc quelques petites choses comme ça. Après, on a fait pas mal de rencontres aussi, où on a pu essayer de rencontrer d'autres jeunes, on a pu essayer d'avoir des témoignages. On essaye de porter ces choses-là. Et d'ailleurs, vous avez créé une nouvelle association indépendante de l'Élysée ou de quelconque pouvoir politique ou de quelconque ministère pour continuer à travailler sur les mêmes questions, c'est bien ça ? C'est ça. En fait, en réalité, on n'a jamais été vraiment à l'Élysée. Hein. C'est que Cécile Renaud a créé ce groupe du coup pour avoir l'avis des jeunes, mais sans qu'on soit réellement lié à l'Élysée. Mais c'est vrai que du coup, ça donnait cette impression-là, forcément. Mais du coup, nous, on a eu vraiment l'envie de créer quelque chose qui s'en détachait complètement, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une association réellement, qui est aujourd'hui une association de loi 1901. Voilà. Qui s'appelle Jeunesse et Mémoire Algérienne. Et Jeunesse et Mémoire Franco-Algérienne, c'est ça. Et qui travaille sur les mêmes thématiques. C'est ça, en fait, on a juste continué l'activité du groupe, mais du coup, maintenant, c'est de l'association. Voilà, c'est pour qu'on soit vraiment détaché, au lieu d'être un groupe où on ne savait pas trop quel nom lui donner. Voilà. Et je crois que beaucoup de jeunes qui étaient dans le premier groupe sont dans l'association, mais pas tous. Vous m'aviez raconté qu'il y avait eu un petit peu de pression médiatique et que ça avait été un peu difficile à gérer pour des personnes de votre âge. Bon, déjà, forcément, tout le monde n'est pas dans le groupe parce qu'il y en a après qui ont eu des projets personnels, donc tout le monde est parti faire ce qu'il avait besoin de faire, mais ça a pu être difficile à gérer parce que surtout au début, à l'heure actuelle, moins en tant qu'association, mais au début, quand il y a eu le repas à l'Élysée, forcément, ça a fait un peu une vague, des jeunes invités à l'Élysée. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'avaient pas envie de s'investir trop sentimentalement parlant aussi parce que c'était forcément, ça touche un peu, donc ils ont préféré sortir du groupe pour éviter ça, mais il n'y a pas eu de combat ou je sais pas quoi, enfin c'est pas, voilà, c'était plus que ça les touchait personnellement finalement. Pourquoi, à votre avis, est-ce si difficile d'évoquer cette histoire ? Je pense que c'est parce que pendant longtemps on n'en a pas parlé. Du coup forcément quand on finit par en parler, il faut dénouer tout ce qui a été fait, qu'il y a beaucoup de familles qui ont de la rancœur, ça a été des blessures. Enfin moi je vois dans ma famille on n'en parlait pas. Ma mère oui parce qu'elle a cherché, mais après ma mère avait 2 ans quand elle est partie, donc ça lui permet d'avoir un plus grand recul, mais sa grande sœur n'en parle jamais non plus. Et donc forcément, quand finalement la parole se délie, il y a aussi toutes les reproches qu'il y avait derrière, il faut qu'elles sortent. Du coup, je pense que c'est aussi compliqué, et c'est aussi, je pense, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur le sujet.
Et ça joue beaucoup finalement quand on s'informe et quand on connaît, c'est plus simple. Et est-ce que dans le cadre de ce travail associatif, tu as pu rencontrer d'autres rapatriés et peut-être leur poser les questions que tu n'as pas pu poser à tes grands-parents, par exemple? Déjà, il y avait d'autres jeunes qui sont issus de la même mémoire que moi, donc descendants de Pieds Noirs, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même vision des choses. Enfin, par exemple, je sais qu'il y en a un qui trouvait que les Pieds Noirs avaient moins souffert. Il n'y a pas de hiérarchie des souffrances, mais c'est une façon de dire les choses, moins souffert, alors que quand je vois la souffrance dans ma famille, c'est pas forcément le cas, et c'est là qu'on voit, c'est vraiment différents poids. Et aussi, on a eu la chance d'avoir des témoignages avec l'ONAC VG, très très intéressant, où on a pu avoir des témoignages croisés aussi, et du coup de Pieds Noirs, et le voir aussi une autre vision que celle qu'a pu avoir ma famille. Donc c'est sûr que ça a été intéressant. J'ai peut-être pas forcément posé toutes les questions que je voulais, mais voilà. Notre entretien touche bientôt à sa fin. Est-ce que tu souhaiterais évoquer quelque chose dont nous n'avons pas parlé? Non, je pense que ça va. Alors, je conclus avec une dernière question. Tu as parlé de l'Institut tout à l'heure. Oui. Tu as déjà dit un petit peu ce que tu aimerais qu'il y ait dedans. À ton avis, comment on va réussir à le concrétiser, ce projet? Quelles sont les difficultés Voilà. Là, ça devient plus compliqué, c'est sûr. Déjà, il faut que le projet passe au niveau de toutes les institutions, parce qu'il y en a, je pense, qui sont un peu contre, en sachant qu'il y avait eu un premier projet, que bon, il était un peu compliqué. Après, je pense quand même que c'est plutôt en bonne voie, mais je pense qu'aussi la difficulté, c'est de réussir à centrer sur qu'est-ce qu'on a envie qu'il soit fait, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses différentes aussi, et du coup de réussir à centrer et de se dire maintenant on se concentre sur telle chose, parce que peut-être qu'on peut pas tout faire non plus, en essayant que ce soit quand même assez inclusif dans tous les sens comme on aimerait que ça le soit. Donc c'est vrai que la difficulté, ça va être là d'essayer de balancer tout ça, je pense. Merci beaucoup, Adèle. Merci à toi. C'était Fragment d'Histoire, Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.